Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Common Sports Insider. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Chris Wolf. Bienvenue Chris. Salut Doug. C'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille aujourd'hui. On a eu collaboré dans le passé et puis aujourd'hui, on va aborder comment tu es dans ton rôle de CEO du Lausanne Hockey Club, mais groupe, dans l'ensemble des activités, que ce soit l'aspect sportif, l'aspect divertissement, l'aspect catering. Il y a pas mal de choses à parcourir ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Tu es un enfant du club. Tu as grandi pas loin de la patinoire. Tu es aujourd'hui depuis plus de 18 ans dans le club et depuis 2021 le CEO. Est-ce que tu pourrais un peu commenter ce parcours? Oui, alors c'est mon quartier, le quartier de Montchoisy où je suis né et j'ai vécu une enfance tout à fait heureuse entre le tennis, la patinoire Oui. et puis l'école. C'est vrai que le club m'a toujours intéressé, passionné, fasciné, parce que d'abord on jouait dans cette patinoire unique qui est le temple de Montchoisy à ciel ouvert. Oui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, avant que ça soit à Malais ou la Vaudoise, c'était Montchoisy. Montchoisy, exact. Qui existe toujours. J'ai d'ailleurs amené mon fils qui a commencé le hockey le 1er janvier, déjà 2 dimanches. Donc ça ramène pas mal de souvenirs très agréables. Et puis ensuite, c'est un club que je n'ai pas cessé de suivre après comme supporter. Oui. Et puis le jour où j'ai ouvert ma bouche en disant que je trouvais que les choses méritaient d'être mieux faites en termes de communication, de marketing, on m'a dit mais viens. Prouve-le. Viens, prouve-le. Mais voilà, c'était un autre temps. C'était, encore une fois, les clubs n'étaient pas structurés. Il y avait beaucoup de bénévolat. Il y avait un focus qui était sur le sport et tout le reste était outsourcé. Oui. Je me souviens que la marque n'était pas déposée, que c'était une coquille vide parce que finalement, le merchandising, le sponsoring, la communication, tout ça était outsourcé. Oui. Voilà. Mais c'était ouais, un souvenir d'abord d'adolescents, ensuite de jeunes entrepreneurs qui regardaient ça depuis loin, qui étaient surtout un supporter de première heure. Oui, et cette passion pour le hockey, mais pour le LHC, finalement, elle s'est faite au fil du temps. Elle a grandi. Moi, j'ai en parallèle toujours été fan du Bayern de Munich et de l'équipe nationale d'Allemagne depuis 1974, et ça ne changera pas. Avec Beckenbauer. Ouais, Oui. Gerd Müller, et toute cette équipe, et puis surtout les dirigeants, les ex-dirigeants du Bayern, mais qui ont porté ce club, qui l'ont développé, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, Oui. qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours au quotidien. Je crois qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine sans que je dise à mes équipes qui me regardent, qui rient, qui disent « Oui, on sait, le Bayern ». Il n'y a pas que Munich dans la vie, il y a plein d'autres clubs qui sont des références et qui ont construit des communautés, qui ont construit des stories et puis des succès sportifs invraisemblables. Oui. Et moi, j'ai toujours été dans une position où je regardais ce que faisait le voisin, Oui. en m'émerveillant de voir à quel point on peut développer quelque chose. Ou alors, les stories de l'Union Berlin me fascinent aussi parce que c'est pas des machines de guerre, c'est pas des machines commerciales. C'est plutôt des clubs de quartier qui sont ancrés avec une forte tradition. Et ça, je trouve, c'est passionnant aussi. C'est très intéressant. Donc ça, c'est un peu tes sources d'inspiration que tu amènes à tes équipes. Oui, absolument. Toujours. Je suis toujours passionné de savoir ce qui se passe à Göteborg, ce que Montréal a fait, ce que Rauma a fait. On était avec notre président en voyage pour accompagner l'équipe en Champions League. Oui. On en parlera peut-être plus tard sur la formation. Mais je trouve ça d'une richesse absolue et on aurait tort de se priver. Tout ce qui peut être... tout ce qui a été bien fait et tous les succès qui ont été connus par d'autres clubs, on doit s'en inspirer. Oui. Clair. Et ces succès, finalement, dans le cas du LHC, ils ont été rythmés notamment par une promotion qui a été, je pense, qui a changé la vie du club, si on peut l'appeler comme ça. Oui, alors des promotions, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs, mais la dernière en date... La dernière en date, elle a en tout cas permis
dans le contexte 2013, d'ancrer le club, Oui. de le solidifier, de lui mettre des bases, des fondations, et puis de faire en sorte qu'il ne redescende plus jamais, puisque ça a été les 3 malheureuses issues précédentes. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de professionnalisme. C'était encore très amateur. Et puis, la gestion d'un club sportif, elle est particulière parce que tu ne peux pas driver ça avec tes émotions. Sinon, c'est la Et fin. malgré tout, c'est la fin programmée. on est dans un domaine qui est que de l'émotion. Bien sûr, bien sûr. Et alors, il s'agit de la canaliser, il s'agit des fois de la partager quand elle est bonne, Oui. enfin souvent même. Mais par contre, il s'agit aussi des fois de la ravaler, comme hier soir, parce qu'on a eu mal pour nos joueurs, on a eu mal pour notre équipe qui a beaucoup donné, qui a beaucoup patiné, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Oui. Et puis à la fin, si tu as de l'expérience, au milieu du match, je voyais le scénario arriver en me disant c'est de la frustration et quand tu n'y arrives pas, tu essayes, tu peux encore essayer pendant 2 heures, tu n'y arriveras toujours pas. Et puis voilà, une contre-attaque, 2 contre-attaques, 2 buts, c'est le scénario classique dans le hockey sur glace. Et c'est là qu'il faut savoir garder son calme, se remobiliser, continuer à travailler, parce que tu sais que ça va tourner. Un moment ou l'autre. Bien sûr. Surtout que, vu les saisons précédentes, vous avez quand même mis en place maintenant une équipe qui est stable. Je dirais que c'est peut-être quelque chose qui caractérise maintenant le club qui ne l'a pas caractérisé par le passé. C'est ça. Cette stabilité. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tu dois absolument éviter la panique, éviter des déclarations ou alors de tomber tout de suite dans le doute, dans cet émotionnel-là qui peut être nocif, qui peut te tuer. Oui. Et moi, je l'ai vu par le passé, j'ai vu tellement de dirigeants ou de directeurs se prendre un petit peu les pieds dans le tapis parce qu'ils ne supportaient pas. Hein, ou les coachs, ou bien... voilà, bon, c'est difficile. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je dis toujours, par rapport à la vie d'une entreprise ou d'une PME classique, tu n'es pas médiatisé. Ouais. Là, c'est les feux du projecteur. Là, tu es sur le grill. Tu n'as pas toutes ces communautés qui t'entourent, qui te soutiennent, qui te supportent, qui te tapent dans le dos, qui t'adorent, qui te font des compliments quand tout va bien. Et puis là, tout d'un coup, ça se crispe un peu. Oui. Et hier, j'ai vu des visages se crisper. Moi, je l'étais aussi. C'est normal. Après, tu vas évacuer tes frustrations un peu plus loin. Tu essayes de ne pas les partager. Tu essayes de garder la tête haute. Et puis surtout... ce qui compte, c'est de ne pas intervenir. Ouais. Mon rôle, c'est de ne pas intervenir. C'est de laisser les professionnels qui sont responsables du sport, en charge du sport, gérer. Ouais, puis de prendre les décisions qu'il faut. Bien sûr, bien sûr. Et puis on en a, je veux dire, quand tu additionnes le CV et l'expérience de Jeff Ward, de Cookson, de Cristobal Huet, de Corey Emerton, de John Foust... c'est bon. Une belle équipe sportive. Bien sûr, ils ont besoin ni du président, ni de l'actionnaire, ni du CEO pour aller encore en rajouter une couche et puis leur dire dites, vous avez vu qu'on a perdu 5 matchs? Oui, merci, ils ont bien vu. Je crois qu'ils suivent quand même. Ouais, ils suivent. Donc tu dois respecter ça, tu dois les laisser travailler. Oui. Et au contraire, les encourager, leur donner du soutien et du support. Oui. Et c'est un petit peu ce qui a changé à Lausanne maintenant, même si hier, normal, on a entendu quelques sifflets. Quand les joueurs sont venus face à la section Ouest, il y a eu un petit rejet. Mais voilà. C'est pas surprenant. Mais non, ils les ont piqués, c'est normal, c'est logique. Ouais. C'est aussi la responsabilité des joueurs. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Bien sûr, bien sûr. Et tu dois assumer ça. Et des fois, tu as besoin de ça. Des fois, tu as besoin d'une pique. Être un peu pris dans son ego. Oui, alors ça va dépendre comment tu la distribues, ça va dépendre comment tu la donnes. Tout le monde a besoin d'un wake-up call à un moment donné parce qu'il s'endort ou parce qu'il n'y arrive pas ou parce qu'il a produit des efforts mais il n'est pas récompensé. Ouais. Et ça, c'est le parallèle avec l'entrepreneuriat, il est évident. C'est très similaire. Bien sûr. Mais oui, tu as plein de boîtes, tu as plein d'entrepreneurs, tu as plein de
de jeunes vendeurs, tu as plein de vendeurs expérimentés. Tout d'un coup, un mois, ça ne le fait pas. Ouais. Puis tu ne sais pas pourquoi. Puis tu te dis, mais pourtant, j'ai fourni les efforts. Bah, peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Et parlons de ces efforts. Donc, 2013, il y a la promotion. Mhm. Il y a une transformation qui opère quand même au niveau du Lausanne Hockey Club, mais pas seulement au Lausanne Hockey Club, dans le hockey suisse. Ouais. Il y a une professionnalisation qui est initiée, qui est concrétisée notamment par la création de la National League. Mhm. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu finalement, ce développement? Alors, je l'ai vécu à partir du moment où on est allé chercher Ian Alston, Oui. qui était un joueur expérimenté, qui avait gagné, perdu, appris, joué au plus haut niveau, et qui est devenu le directeur sportif du Lausanne Hockey Club. Oui. Et c'était la première fois où on avait un directeur sportif qui avait de l'indépendance, qui était seul dans ses choix et qui informait le conseil d'administration et pas le contraire. Ça, c'était Du reporting. ça a été un tournant. Ouais. Ça a été un tournant parce que Yann a pris des décisions courageuses, a assumé ses choix. C'est un caractère. Hein. N'a pas reconduit, je me souviens très bien de l'époque de Dustin Jeffrey qui était top scorer au LHC, c'était en octobre. Et puis il nous a informé qu'il ne reconduisait pas ce joueur, qu'il ne lui offrait pas une prolongation de contrat. Tout le monde tombe de sa chaise. Tout le monde s'est crispé et tout le monde a dit mais tu parles de quoi? Il est top score, il est génial, il est fantastique, il marque des buts et il délivre des caviars. Puis Yann nous a expliqué de manière très calme les raisons pour lesquelles il ne le reconduisait pas. Dustin Jeffrey a été ensuite transféré à Berne. À Berne, sa saison a été moyenne. Et ensuite, il a été joué en Allemagne, où sa saison a été encore plus moyenne. Et là, on a compris les raisons. Il anticipait, exactement. Et ça, c'est un vrai travail de directeur sportif, de savoir à quel moment un joueur est en bas de sa courbe, mais est dans une courbe de progression. Oui. Lucas Frick, qu'il avait fait venir depuis Cloton. Il a rapatrié aussi à l'époque Berchi et Vermin qui jouaient en Amérique du Nord. Oui. Voilà, il a procédé à des ajustements dans l'équipe. Et c'était voilà, cette direction sportive-là, ça a été au Lausanne Hockey Club une direction sportive qui était heureuse, qui était bonne, qui était juste. Alors, il a pas fait que des bons choix, il s'est trompé. Évidemment, tu te trompes dans ce métier. Ça en était parfait. C'est tellement logique. Mais il a professionnalisé, il a amené des bons coachs. Alors, il s'est trompé aussi dans les coachs. Voilà. Il y a eu des mauvais choix. Mais les mauvais choix, il faut toujours les relativiser. Et les bons aussi. Parce que c'est toujours une conjugaison de moments. Oui. Il y a tellement de facteurs. Hein. De chimie avec des assistants, de chimie avec l'équipe. Tu as la bonne personne au but, pas les bons étrangers. Ça peut ne pas matcher. Et puis après, tu tombes en play-off quand des fois plus fort que toi, ou alors une équipe qui va te prendre de haut. Je me souviens, les premières années de la Ligue nationale A, on est tombé contre Berne, 7e match, on est tombé contre Zurich, 7e match. On les a brassés, quoi. On les a fait douter. C'était très intéressant. Mais ce modèle économique 2013, il est complètement fou parce que tu arrives déjà financièrement là et tu sais que tu vas jouer pour pas perdre. Puis ça, c'est horrible. Ouais. Horrible parce que tu as la pression. Tu n'as pas pu faire des transferts. Sur le marché des transferts, en avril 2013, c'était trop tard. Les agents, pour juste renouveler ton équipe. Tu dois renouveler ton équipe. Les agents te tiennent comme ça en te disant ça c'était le salaire de mon joueur en Ligue B, ce sera celui-là en Ligue A. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter. Oui. Et puis des fois, tu acceptes contre ton gré parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et comment tu vois ce modèle économique qui a évolué de 2013 à aujourd'hui? Bien sûr, vous avez passé entre 3 patinoires, Malais, Malais 2.0, si on peut l'appeler comme ça, mais c'était le cas, et la Vaudoise, qui est bien sûr l'infrastructure a une grande influence,
Mais à nouveau, le monde du hockey suisse a beaucoup changé. Alors certes, il y a la promotion qui change le modèle, mais comment est-ce que ça a influencé la professionnalisation du club? Bon, on a vécu différentes histoires durant ces 3 périodes. On a vécu, je viens de l'énumérer, vraiment une professionnalisation, mais dans le même temps, au niveau de notre actionnariat, c'était très complexe. Oui. Euh, Ça fait notamment une certaine actualité. Voilà, très complexe parce que à l'époque, eh bien, la loi sur les sociétés anonymes n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que tu pouvais cacher, l'actionnaire pouvait se cacher. Les actions en porteur, notamment. Voilà, exactement. Donc tu pouvais avoir une situation où le conseil d'administration ne savait pas réellement qui était l'actionnaire. C'est fou, hein? Ouais. Et dès que la loi a changé, on a demandé aux gens que l'on suspectait d'être nos actionnaires de déclarer leur identité. Et puis là, on a eu la confirmation que c'était Genève, finalement, qui était dont le même actionnaire, les mêmes actionnaires étaient propriétaires de Genève Servette et de Lausanne, ce qui n'est pas admissible De clubs rivaux. à tous les niveaux, clubs rivaux, et puis dans une même ligue, tu ne peux pas avoir Oui. un actionnaire qui détient. Donc la National League, ou la fédération à l'époque, a demandé aux dirigeants de l'époque de se séparer du Lausanne Hockey Club. Puis c'est là qu'est rentré un autre actionnaire. Et puis c'est là où je dirais, en termes de gouvernance, les choses ont été très dures, très difficiles, parce que voilà, il n'y a pas eu un franc jeu entre l'actionnariat et puis le conseil d'administration. Donc toi, tu as vécu cette période, Ouais, hein? ouais. C'était une période qui était complexe parce qu'on on nous a pas toujours dit toute la vérité. Les choses n'ont pas toujours été communiquées en toute transparence au conseil d'administration. Le conseil d'administration a posé des questions, a fixé des ultimatums. C'était vraiment une période qui était pas très heureuse. Puis en même temps, sportivement, ça allait très bien parce qu'on venait de monter. On a fait 2 fois les quarts de finale, presque la demi-finale. Une fois, on est passé contre Langnau. On a joué la demi-finale contre Zug. Mais en coulisses, voilà, les choses avançaient pas Difficile. bien, difficilement. Et puis, quand tu quittes une infrastructure pour te retrouver dans une infrastructure euh, temporaire, hein, et puis que les autorités t'annoncent que c'est toi qui vas devoir la financer, ouais. Là C'est aussi, dur. ouais, c'est dur, et il y a de quoi, il y a de quoi dire, il y a de quoi commenter cette période-là. Alors, encore une fois, j'ai pas un regard critique sur la politique. Je l'aurai peut-être un petit peu plus tard dans l'émission sur un sujet, parce que la politique, il faut se mettre aussi à la place des institutions, des dirigeants, des gens qui sont à la tête des communes, à la tête du canton. Euh, la manière dont est organisé le sport à une certaine période incitait pas véritablement à la confiance, hein, il faut être clair. Ouais. Si tu additionnes Chagaïev, Pichard, Marc Roger, Kita, et puis plus tard Svoboda, tu te dis waouh. Et c'est Rocky. Ouais, c'est quand même une belle collection qui incite pas, en tant que politique, si je me mets à leur place, À mettre des fonds publics. à mettre des fonds publics, à donner un blanc-seing, et puis à, à accorder ta confiance aux dirigeants. Donc ça a été complexe. Ça a été complexe parce une partie du club commençait à se professionnaliser, commençait à se structurer. Et puis, d'un autre côté, le conseil d'administration essayait tant bien que mal encore une fois, de driver ces opérations-là, mais avec un actionnaire qui te disait une chose qui n'était pas tout à fait exacte. Et donc, c'était complexe. Cette période était complexe. Il faut prendre du recul, faut regarder ça depuis le haut. Et puis, C'était un peu une tempête. ouais, c'était une tempête, mais pas de reproche, parce que, encore une Mhm. fois, les gens ont fait comme ils ont pu, le mieux qu'ils pensaient. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Ouais, faut quand même faire tourner la boutique. Et à l'époque, on en avait zéro. Ouais. Zéro. Je me souviens, le camion d'une marque de bière que je ne citerai pas, qui venait nous livrer à 2.0. Il y avait les fûts de bière qui étaient là. Et puis, le type avait des instructions très claires. Tu attendais d'être payé. Je descends mes fûts de bière au niveau des palettes pour que vous puissiez Décharger. échanger, mais je veux de l'argent. Puis c'était comme ça à peu près avec tous les fournisseurs. Donc, ta question tout à l'heure sur le modèle économique, on a vécu dans une fausse économie parce qu'on dépensait l'argent qu'on n'avait pas. Oui. Parce qu'on était aveuglé par la période transitoire de Malais 2.0 et on allait arriver dans une Vaudoise Arena flambant neuve, fantastique, tout allait changer, on allait doubler nos revenus, etc. Oui, en théorie, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Donc Malais 2.0, c'était enfin, pour moi, personnellement, ainsi que pour l'ensemble des collaborateurs, mais moi, je l'ai vécu d'une manière un peu particulière parce que, à côté de mon job, sans avoir aucune notion sur la construction, j'ai drivé ce projet-là avec un consultant et avec, à l'époque, l'entreprise Nusli. On était 3. Et je me souviens, je suis rentré tardivement dans le projet. Il y avait plein de consultants, plein de gens de la ville, plein de politiques, etc. etc. Puis je suis rentré, puis j'ai dit, mais qui c'est qui va payer les 2 millions qui vont nous manquer à la fin de chacune des saisons? Parce que si vous partez avec ce projet actuel, Oui. on est mort. Le club ne pourra pas s'en Non. sortir. Ouais. Donc voilà, donc je suis rentré là-dedans, puis j'ai dit, voilà, c'est assez simple. Ça, c'était nos revenus à Malais 1. On doit pouvoir générer les mêmes revenus, donc il faut que l'infrastructure, elle soit calibrée et qu'elle De facto, réponde. oui. Voilà. Et du VIP, il faut qu'il y ait une salle de force, Des il buvettes. faut qu'il y ait des buvettes, il faut qu'on puisse recevoir 800 personnes, il faut que nos clubs de soutien puissent avoir des bars, il faut que tout ça continue. Oui. Donc on est arrivé, voilà, je crois, à 700 000 francs près, à générer ces revenus-là, mais limités. Et puis les gens ont un plaisir dingue parce qu'ils pensaient Je crois que qu'on dans a... le conscient collectif, ce Malais 2.0 était quand même assez fou. Oui, parce qu'encore une fois, under promises, over delivered. Oui. Et puis à un moment donné, les gens se disaient, mais on va jouer sous un chapiteau de cirque, pas chauffé, et puis ça va être l'horreur. Au final, on a pu leur délivrer une expérience quand même qui était pas si éloignée que ce qu'ils ont vécu pendant des années à Malais 1. Donc cette transition, elle a été bonne. Oui. Et puis cette transition-là, en même temps, après, nous, on était très impliqués dans la construction de la Vaudoise Arena parce qu'on a financé pas mal de lots, on a financé pas mal d'espace, il y a pas mal de matériel qui nous appartient aussi. Donc on était dedans, on n'était pas dans tout le projet, loin de là, mais on était en tout cas impliqués dans les espaces qu'on exploite aujourd'hui. Et puis là, alors on était dans une tempête au niveau de l'actionnariat à l'interne qui était absolument démentielle parce que moi je sentais que notre actionnaire n'avait pas les moyens de ses ambitions. Et puis j'étais extrêmement inquiet. J'ai tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises en disant mais on va dans le mur. Et Ouais. c'était le paradoxe parce que personne ne le savait et cette Vaudoise Arena se construisait incroyable. On parlait des matchs de NHL qu'on allait y faire, du Cirque du Soleil, de la saison, des nouveaux joueurs qu'on Un allait grand engager. optimisme. Voilà, c'était. Mais il fallait le vendre comme ça. Oui. On n'avait pas d'autre choix. Mais en coulisses, c'était abominable. Mais tu dois avancer parce que tu as, le hockey suisse qui te regarde, tu as le monde du sport qui te regarde, tu as les Jeux olympiques de la jeunesse Qui te regarde. qui te regardent. Il y a les échéances et tout Oui. le monde pose des questions, mais comment on va faire ci, comment on va faire ça, etc. Toi, tu ne peux pas partager ce que tu es en train de vivre. Tu dois délivrer. Et on a dû délivrer. Et Dans on un a certain délivré. laps de temps. C'est ça.
C'est ça. Donc, donc le match d'inauguration de septembre 2019, quand je dis qu'on a pris un gros tapis rouge et qu'on a mis sous le tapis un bon nombre de trucs et qu'à 18h, on a accueilli tout le monde en faisant un grand sourire, c'était pas une fiction, hein, c'était vraiment une réalité au propre comme au figuré. Et les gens voilà, ne peuvent pas imaginer dans quelle euh, situation, dans quel désordre et dans lequel on est arrivé dans cette Vodos Arena. Et sans, encore une fois, sans le courage politique de certains, dont Alain Giron, sans la détermination de certaines personnes dans le club et aussi à l'époque au centre sportif de Malais, on rentrait pas. Ouais. On rentrait pas. Donc on a Il y a eu une détermination de ouais, certains individus. ouais, on a poussé les murs et puis on a dit ok, on ouvre, point. Après voilà, Alléluia. après on aura des semaines et des mois pour ajuster, mais on ouvre. Et je me souviens d'un moment où je suis monté à la pause dans la régie, premier match contre Genève. Pendant tout le premier tiers, toutes les vidéos ont été envoyées, aucun son. Je suis monté, voilà, mais j'ai vu deux gars dépités qui campaient sur leur position, un Slovaque qui disait « Moi, mes branchements, Il fonctionne. mes connects, ça fonctionne, voilà pourquoi ». Et puis l'ingénieur son qui avait installé, lui, le son à Vodos Arena disait « Mais moi, pareil ». Et puis là, j'ai pensé aux 2-3 conversations que j'ai eues avec ma femme, qui pense que j'ai inventé l'iPhone ou Internet, et qui, quand ça fonctionne pas à la maison, m'appelle puis il me dit « Mais ton Internet fonctionne pas ». Et je lui dis toujours la même chose. Tu prends la prise Tu resets. et tu resets. Et là, j'ai regardé mes gars et je leur ai dit « Vous faites un reset ». « Non, ça fonctionnera pas. Vous faites un reset ». Et les deux étaient vraiment campés sur la position. Et je ne sais plus si c'est moi qui l'ai faite, mais voilà, j'ai dit c'est un ordre maintenant. Tu l'enlèves, quoi. Et ils ont fait le reset et ça fonctionnait. Comme quoi. Comme quoi. Et voilà, puis il y a eu plein de semaines qui ont suivi. Encore une fois, on ne s'est pas mis en danger et personne a pris des risques incommensurés, mais il y a un tas de trucs qui ne fonctionnaient pas, Ouais. c'est certain. Et on a eu des semaines et des semaines après pour ajuster et puis faire en sorte que les choses fonctionnent. Et puis en parallèle, il y avait une évidence, c'est que notre actionnaire était défaillant. Et notre actionnaire n'allait pas pouvoir honorer, soutenir ça. Et moi, je l'avais dit depuis plusieurs mois que j'avais ce sentiment-là, cette impression-là. Et on s'est fait un peu berner par cet actionnaire, dont on a compris un petit peu plus tard que sa volonté, c'était pas forcément celle de rester puis de développer le club, mais plutôt un jour de le vendre. Un coup. Voilà. Et puis après, on a eu cette période très, très, très difficile aussi où on a croisé nos chemins avec d'autres actionnaires qui étaient motivés pour reprendre le club, dont un qu'on connaissait déjà puisqu'il faisait partie de nos clubs de soutien et qui est devenu aujourd'hui notre unique et seul propriétaire. Oui. Heureusement qu'on l'a croisé, heureusement qu'il est là, et puis heureusement que les choses se sont terminées avec les deux autres, surtout un. Oui. Alors, quand tu le racontes comme ça, tu te dis quelle histoire. Oui. Ouais. C'est une sacrée des montagnes russes constantes. C'est ça, parce que tu as l'aspect sportif qui t'amène un sentiment très positif. Ouais. Puis en même temps, tu dois régler et tu dois gérer avec C'est ça. on va dire, moins d'émotion cet aspect du club, quoi. C'est ça. Et ça pose la question de la gouvernance dans un club de sport. Oui. Et je pense que ça, c'est une chose essentielle qu'on devrait enseigner à n'importe quel club, qu'il soit amateur, qu'il soit de première ligue, qu'il soit en Suisse, qu'il soit en France, qu'il soit à l'étranger.
On voit que le Suisse Olympique essaie de le promouvoir avec Oui. notamment des formations, si je ne me trompe pas, qui s'appellent Sport Manager. Mhm. Ils essayent d'inculquer ça parce qu'ils identifient que c'est une faiblesse aujourd'hui Oui. des structures sportives, de comment on gère proprement, en tout cas avec une bonne gouvernance, les structures sportives. C'est ça. Parce que les structures sportives ont quand même des chiffres d'affaires conséquents, Oui. même dans des associations. Et malgré tout, elles sont gérées comme des associations C'est et ça. non pas comme C'est ça. des entreprises ou des petites PME qui font rien que peut-être 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Il faut le gérer en tant que tel. Hein. Ça doit être un bon équilibre entre les ambitions sportives et la réalité économique. Absolument. Parce qu'il y a une prise de risque. Il y a toujours du risque et tu peux en prendre. Ce n'est pas interdit. Tu n'es pas obligé non plus de gérer ça de manière drastique en disant j'ai généré 800, donc mon budget c'est 700. Oui. Il y a une part de risque que tu peux prendre, mais elle doit être contrôlée. Et tu dois pouvoir te dire, c'est ce risque-là qui peut me faire passer un cap, mais si ça ne fonctionne pas, est-ce que je pourrais l'assumer ? Est-ce que j'ai les gens derrière qui vont me permettre d'assumer pour que je ne me retrouve pas dans une situation complexe ? Et donc, le parallèle avec l'entrepreneuriat, il est là, sauf que la partie sportive, tu la maîtrises moins. Oui. Et dans ce contexte, tu parles d'entrepreneuriat, tu as une situation de gouvernance difficile. Malgré tout, tu dois quand même continuer d'avancer. Comment est-ce que tu prends des choix, des risques ? Vous avez, en même temps de ce développement, vous avez fait des choix de transformation du club, notamment digital. Vous avez développé beaucoup de choses. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que vous prenez ces décisions ? De se dire, parce qu'on pourrait se dire, avec ce contexte de gouvernance, je ne fais plus rien. J'essaye d'assurer ce qu'il y a. Ouais. Il y a deux choses. Moi, j'ai eu deux fonctions bien différentes. Avec, pour la plus grande partie de mon temps, deux managers qui sont succédés, qui étaient les directeurs généraux. Et à ces deux périodes-là, on avait des problèmes de gouvernance, des problèmes de notre actionnariat, on n'avait pas de fric. Et donc, tu dois en ramener, tu ne dois pas en dépenser. C'était une autre période, c'était un autre instant, un autre moment. Tu dois vraiment fabriquer des images, du vent, de l'audio, du visuel avec rien. C'est ce qu'on a pu faire pendant toutes ces années-là et je pense qu'on les a fait le mieux possible en innovant, en étant le premier club à créer une app, en étant, je me souviens, aussi les premiers à accrocher ce Vidéotron moderne à Malais 1 et à le commercialiser. C'était une importante source de revenus, c'était un game changer pour nous économiquement. On était les premiers à mettre des bords de glace avec des sièges pour faire partager des expériences. On a mis cette table d'hôte aussi à proximité de la glace. Donc on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de choses surprenantes qui étaient des innovations dans le hockey suisse en termes d'expérience et autres. Sans avoir d'argent, sans avoir de moyens, sans avoir de budget, et en se disant toujours, j'ai le droit de dépenser 10 si ça me rapporte 50. Voilà. Mais j'ai pas le droit de rapporter 10 si au final, ils vont me coûter. Après, les choses ont changé, elles ont évolué à partir du moment où on a vécu cette très difficile période de mai 2020 à décembre 2022. Qui était la période la plus forte de turbulence, même avant celle que je viens de compter, avec 3 actionnaires, dont un minoritaire qui se comportait comme s'il était chez lui et comme s'il était le propriétaire. Et puis là, il y a eu une période de n'importe quoi, parce qu'on a craqué, quoi. Je veux dire, on pensait qu'on était chez Ferrari, qu'on avait des budgets incroyables, que on allait pouvoir atteindre des choses, se comparer à des grands clubs européens, mais sans s'occuper de la base. Puis la base, c'est quand même le sport. Si tu n'as pas de résultats sportifs, c'est contraignant. C'est ennuyeux. Tu as beau gesticuler, tu as beau avoir le meilleur marketing, la meilleure com et toutes ces choses-là. Mais d'abord, un club de sport. Bien sûr, avant tout. Et tu ne peux pas avancer à contre-courant
Et puis être 13e du classement, avoir ta communauté qui hurle, qui te dit mais qu'est-ce que vous foutez? Et puis s'installe du doute, de la méfiance, de la contestation et toutes ces choses-là. Puis de l'autre côté, tu fais le meilleur photo-shooting avec le meilleur photographe, les meilleurs modèles, les meilleurs trucs. Tout le monde s'en fout à ce moment-là parce que tu es 13e du classement. Oui. Ça, c'est la réalité. Donc avant d'avoir des succès sportifs, quand on a terminé cette période de turbulence avec l'actionnaire, on s'est assis et puis on a dit OK, maintenant, C'est quoi les bases? qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'où on vient? Et tout ce qu'on a connu comme turbulence nous a appris. Moi, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a enseigné beaucoup. Tout ce qu'on a vécu en étant au fond du bac, au fond de Tours, en étant là, moqué de toute la Suisse, taxé d'arrogant, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous ont servi. Et sur ce quoi tu construis Bien aujourd'hui le bien club? sûr, bien sûr. Donc le premier point, pour moi, c'était la gouvernance. C'était de se dire, OK, après ce qu'on vient de vivre, l'actionnaire est le seul et unique propriétaire et c'est lui qui finance le projet. Ouais. C'est pas lui qui drive les opérations. Il est dans le conseil d'administration, il est avec sa fille, il y a un président, chacun a sa place. Chacun a sa place. Donc, Et sa mission voilà. dans le club. Le rôle du conseil d'administration, c'est de valider la stratégie du directeur général, c'est de valider les budgets, c'est de défendre les intérêts de l'actionnaire. C'est de Absolument. faire en sorte que ce que l'actionnaire investit comme argent ne soit pas dilapidé et investi connement, Oui. stupidement, comme on a pu le faire par le passé. Donc, il est le garant. Donc, on a construit cette nouvelle gouvernance. Moi aussi, avec mes managers, mes directeurs, en disant, voilà, le directeur de la restauration, c'est quelqu'un, Cédric, qui est expérimenté, qui a un background international, qui a connu et géré des petites structures, moyennes structures, grandes structures, qui a eu des succès, qui a eu des échecs, qui a appris aussi. Mais je vais pas le bypasser pour aller sur l'épaule de son cuisinier en chef en lui disant comment il faut préparer un carpaccio. Ouais. Ou alors, je vais dans une buvette, puis j'explique aux gens comment il faut faire pour servir des bières. Je veux dire, ça fait pas de sens. C'est pas ton rôle. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de le mettre, par contre, dans les meilleures conditions. C'est C'est de lui donner du soutien, c'est de lui donner les budgets, c'est de lui donner une infrastructure, c'est de le rassurer quant à son indépendance par rapport au conseil d'administration et par rapport à l'actionnaire, en lui disant, il n'y a pas d'interventionnisme. Fais ton job. Voilà, tu peux faire ton job, tu me rapportes et je rapporte au conseil. Oui. Ou alors, on va les deux au conseil et on rapporte ensemble. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont saines. Ça, ce sont des choses qui sont qui font qu'un manager va évoluer en confiance tout en gardant de la pression, tout en gardant un reporting, en gardant l'analyse des chiffres. Objectifs. Bien sûr, Oui. évidemment, c'est la base. Et tous ces chiffres-là, toutes ces analyses sont partagées avec le propriétaire, qui a accès à tout, Oui. qui voit tout. Donc assurer non seulement une bonne responsabilisation, mais aussi une transparence Bien sûr. dans le partage de l'information. La confiance n'empêche pas le contrôle. Oui. Et c'est la base du succès, c'est la base du management, et c'est la base de la nouvelle gouvernance qu'on a mis en place. C'est vous êtes autonome, oui, je le suis, oui, mais ils savent tout, ils doivent tout savoir. Ils sont informés sur tout. Oui. On leur Normal. donne une transparence totale, évident. Par contre, quand la stratégie est validée, on y va. Go. Et on a une petite boîte, hein. 117 employés, voilà, on n'est pas chez Bon, c'est déjà une Procter bonne PME. Gamble. Bien sûr, c'est une bonne PME. Mais ça te permet, si tu t'es trompé, de le voir tout de suite et de prendre les mesures tout de suite. Oui. C'est parce que ta stratégie a été validée il y a 8 mois et que tu vois que tu vas dans le mur ou il faut corriger quelque chose, on corrige tout de suite. Dans cette stratégie, je me souviens toujours, pour toi, ton objectif premier, c'était patinoire pleine. Ouais. Hein? Ouais.
grâce notamment aux 2 finales auxquelles vous êtes arrivés, un des facteurs qui a contribué, on va dire le facteur sportif qui contribue à ça. Quels sont, selon toi, aujourd'hui, les défis pour continuer de développer l'organisation aujourd'hui? Parce que ça, c'était votre stratégie. Juste avant, si tu permets, Oui, aussi dans la reconstruction, oui, janvier 23, on a parlé de la gouvernance. oui, J'aimerais parler aussi des valeurs ouais. essentielles. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, beaucoup travaillé, puis qui doit parler à un bon nombre de gens aussi, parce que les valeurs, elles sont inscrites à peu près toujours sur un tableau ou dans un PowerPoint ou bien sur un staff handbook qu'on te fait signer en te disant voilà les Vision, principes. mission, Voilà, voilà. d'accord. C'est très facile. Le plus dur, c'est de les faire vivre au quotidien. Créer la Et- culture autour de exact. ces Et de les valeurs. faire respecter. Oui. Et que les gens s'identifient à ça. Et que les gens soient responsables de ça. Euh, employé, manager, directeur général, président, actionnaire. Tout le monde est aligné derrière les valeurs. Ces valeurs, Quelles on, sont ces valeurs? on les a échangées avec le propriétaire, on les a travaillées aussi avec le management Oui. pour se dire, bah, ces 5 valeurs, pour un jeune qui débute le hockey, pour un jeune qui est dans les équipes compétition à l'âge de 18 ans, pour un serveur au spot café, pour les gens qui sont à la plonge, pour les gens qui sont directeurs de la restauration, pour ceux qui sont à l'almine, responsable des chiffres ou commercial, ou à la communication, marketing, dans le vestiaire de la première équipe, pour les coachs. Et une unicité. Voilà, elles doivent pouvoir réunir tout le monde. Alors après, la spécificité, puis le grand écart des métiers de la restauration et puis de hockey professionnel font que il y a sous-jacent et à côté encore deux, trois mots qui sont utilisés ou deux, trois termes Nuance. et 2, 3 nuances. Mais la base, c'est le respect. Le respect, déjà par rapport à l'actionnaire qui finance ce projet et au conseil d'administration qui a la responsabilité légale. Le respect qu'on a par rapport à nos supporters, à nos partenaires, à toute notre communauté qui nous soutient, qui sacrifie 30 fois par année une soirée pour le Lausanne Hockey Club, ou les bénévoles qui viennent nous aider, les chronos, les gens qui font, je pense aux parents qui sont en soutien de leurs enfants dans l'académie. Oui. Tout ce respect qu'on a et qu'on doit avoir pour les collaborateurs, pour la hiérarchie, pour le statut, pour les personnes, ça c'est la base. L'humilité qui nous a tellement fait défaut. L'humilité, on a été d'une arrogance crasse. Crasse. C'est cru, voilà, les premiers du village, de la région, de la Suisse, juste parce qu'on allait changer de dimension et juste parce qu'on allait changer de patinoire. Ou juste parce que notre actionnaire était américain et que c'était fantastique. Voilà, on a pris beaucoup le soleil. On a pris beaucoup de coups de soleil. Et puis, ça a été très bénéfique, ça aussi, de se dire pourquoi les gens me regardent comme ça. Mais les gens te regardent comme ça parce que vous êtes mal comporté. D'accord. Et vous devez revenir en arrière et maintenant faire preuve d'humilité. Parce que l'humilité a jamais empêché qui que ce soit d'avoir des ambitions. Absolument. Troisième, la loyauté. Tu ne peux pas faire fonctionner une entreprise comme celle-ci sans que ton équipe soit loyale envers ton coach, sans que ton équipe de cuisine soit loyale envers son chef, sans que ton équipe du management à côté de toi qui exerce des professions différentes. Moi, je suis entouré de gens qui font des métiers complètement différents. Cette loyauté, elle est essentielle. Rien ne peut arriver dans le sport ou dans un développement, on va en parler, sans un esprit d'équipe. Oui. Évident. Et puis le sport sans engagement, c'est rien non plus. L'engagement des bénévoles, l'engagement du public, l'engagement des gens. Nous, à un moment donné, moi j'étais entouré de gens qui me regardent et qui disaient Chris, on va partir. On va Pourquoi? partir Parce qu'ils étaient on pas se déchire à l'interne. Parce qu'on se alignés par déchire à rapport. l'interne. Ouais. Hein. De 2020 Oui. à décembre 22, on s'est déchiré. Parce qu'on était drivé par un fou, un pervers, qui a failli nous couler l'organisation.
Et sans cet engagement, sans cette volonté, des collaborateurs, et cette résilience, des gens qui sont restés et qui ont dit le club est plus important que lui. On fait front. Ouais. On doit, on a une responsabilité vis-à-vis des 400 De jeunes. la communauté. La communauté. On a une responsabilité vis-à-vis de ces gens qui sont abonnés depuis 60 ans, 65 ans. Des partenaires qui font des sacrifices financiers, des petites PME qui nous soutiennent, Oui. l'opinion publique, les infrastructures, les politiques qui nous ont donné la confiance en nous donnant des infrastructures. Tout ça accumulé, tu es responsable. et l'engagement par rapport à un club de sport, il est énorme. Énorme. Le dépassement de soi. C'est ça. C'est ça. Donc ces valeurs-là, elles sont essentielles. Et moi, ça m'occupe 30% de mon temps. C'est ce que j'allais te dire. 30% de mon temps. Dans ta mission. Bien sûr. Bien sûr, parce que la dérive, elle est toute fine et tu la vois pas. Oui. Et un Donc jour, c'est quelque chose c'est que trop tu tard. quotidiennement. Quotidiennement. Mais c'est quelque chose dans que, ton tu, que, dans ta tu, que tu structure. dois vérifier. C'est quelque chose que tu dois Monitorer. faire vivre aussi. Parce que si tu le fais pas vivre, les gens ils passent à côté puis ils disent ouais bon ok C'est des c'est mots. bon, c'est des mots, j'ai signé ton truc là, lâche-moi sur ces choses-là. Non, on lâche rien du tout. Au contraire, comme le coach, il a ses principes de management, de gouvernance, de valeur avec ses joueurs. Oui. Et aujourd'hui, s'il est reconnu, s'il est aimé, s'il est adoré, si l'équipe est derrière lui, il y a une raison. Donc c'est en d'autres termes de réussir à trouver cette cohérence Bien sûr. et l'harmonie d'une Ouais. certaine manière Ouais. dans l'organisation, Ouais. à tous les étapes. Voilà. Puis le troisième point, et qui est le plus important, il faut un financier derrière. Il faut quelqu'un qui croit au projet et qui soit d'accord de le financer. De prendre le risque. De prendre le risque, d'accord. Et qui sait qu'il va perdre de l'argent, mais il est là pour les bonnes raisons. Et notre actionnaire, qui est une personne avec des qualités humaines exceptionnelles, il nous a drivé. C'est lui le moteur. C'est lui qui nous a inculqué cet état d'esprit-là. Et moi, je suis heureux et fier de pouvoir en parler comme j'en parle aujourd'hui. Heureux d'avoir un président aussi qui est arrivé, lui aussi, quoi, avec des valeurs, avec une humilité et avec un respect énorme et qui nous permet de tenir, parce que tu ne peux pas tenir tout seul. Moi, je ne peux pas tenir la baraque tout seul. À un moment donné, je me suis senti aussi seul. Quoi. Oui. Quand je suis allé voir cet actionnaire-là en lui disant ce qui se passait à l'interne et qu'il ignorait, voilà, il a fallu du courage, mais je n'étais pas tout seul parce que j'avais les gens qui m'entouraient aussi, qui m'ont poussé, puis je savais qu'on allait... C'était ton devoir. Voilà, exact. C'était mon devoir. Et aujourd'hui, de sentir que l'organisation, elle est forte, parce que les gens qui sont en place, c'est des bonnes personnes, parce que leur fond est bon, parce qu'ils sont motivés pour les bonnes raisons et se battent parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils aiment partager ça avec les jeunes. On en parlera après, mais notre projet aussi, c'est de passer le témoin un jour. Oui. C'est de donner l'envie, c'est d'avoir des gens qui sont... Qui nous regardent avec les étoiles plein les yeux, qui disent moi j'aimerais être à leur place, quoi. J'aimerais faire ce qu'ils être font. à la place. Bien sûr. Et ça c'est fantastique parce que alors peut-être profitons d'en parler de ces jeunes. Oui. Aujourd'hui il y a le LHC Academy. Et comment est-ce qu'aujourd'hui ce projet, parce que c'est un projet en tant que tel, se traduit aujourd'hui dans le développement du club? Parce que à nouveau on va peut-être revenir, mais pendant longtemps on a dit que le LHC ne faisait pas la promotion de ces jeunes. Alors qu'aujourd'hui, on peut constater que c'est le cas. Oui. En tout cas, il y a une volonté d'avoir un programme de développement de ces jeunes. Ouais. 3 phases. La première, moi, quand je suis arrivé au club, j'ai toujours entendu... quand j'étais supporter et puis que je regardais, déjà, c'était 2 organisations complètement différentes qui ne se parlaient pas. Ouais. Il y avait un mouvement junior qui était administré par des personnes. Comme dans beaucoup de clubs. Hein. Comme dans beaucoup de clubs. Ouais. Et pour la première équipe, ce n'était pas une priorité. Mais pourquoi? Parce que tu es sous pression financière. Parce que tu n'as pas de fric. Performer. Tu n'as pas de fric. Parce que tu dois performer. Parce que tu dois faire des choix. Et parce que, à un moment donné,
aller en Liga, c'est plus important que de former des jeunes. Ouais. Puis après, rester en Liga, c'est plus important que former des jeunes. Et puis tu ne mets pas l'énergie dans ce projet parce que tu es omnubilé par le reste. Et le reste fait de l'ombre à ce projet fantastique de l'académie. Oui. Ça, c'était 1 et puis 2. Puis après, maintenant, la période qu'on vit, où on a plus de moyens financiers que le club en a jamais eu, où on a un actionnaire qui est conscient qu'il faut engager des entraîneurs professionnels, qu'il faut une structure professionnelle, et que tu génères pas de recettes Mhm. parce que tu fais pas l'audience. Donc tu n'intéresses pas les gens qui te soutiennent pour la première équipe parce que les matchs se jouent devant 32 spectateurs, parce que Les parents. sur les réseaux sociaux, c'est plus que timide, et puis c'est une histoire qui fait pas vendre. Ça t'interpelle. Et moi, ça m'a interpellé. Et je me dis, mais là encore, pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi nos recettes sont flats? Alors, on reçoit du soutien du Fonds du sport, on reçoit du Les soutien de la subsides. ville, on Oui. reçoit très bien, mais ça couvre pas ça couvre pas le projet. Et puis, Et surtout, si je peux me permettre, dans le milieu du hockey sur glace, on n'a pas le même contexte que dans le football, non, hein, c'est avec juste, les c'est mêmes juste. perspectives financières. Absolument, absolument. Donc tu regardes ça, puis tu te dis, mais est-ce que c'est le bon modèle? Est-ce qu'on fait juste? Est-ce qu'on est véritablement euh, bien armé? Voilà. Alors, c'est un sujet qui me titille là depuis un bout de temps, et j'ai mis un peu mes mains dedans, pas dire plus. Et voilà, j'ai pris un petit peu le temps aussi de parler avec ceux qui ont connu le succès dans l'éducation, Mhm. dans l'enseignement, dans la formation et dans le développement. Mais ceux, pas nécessairement qui font du hockey sur glace. Ouais. Et puis, on est allé à Göteborg, on a rencontré les gens de Frölunda, Qui est un club leader en qui est un Suède. Hein. club leader en Suède, qui a gagné la Champions League, qui a gagné des titres, qui a une équipe féminine, qui forme des jeunes dans l'académie. Et puis j'ai dit, mais votre modèle m'intéresse. C'est quoi la différence? Comment ça fonctionne? D'accord. Comment ça fonctionne? Et puis, l'Amérique du Nord. Mhm. Pourquoi les patinoires sont pleines quand il y a des juniors de 18 ans jouent? Ouais. Ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que Basile Sansonens, quand il finit ses écoles juniors à Fribourg, John Foust l'envoie une année en Amérique du Nord et il revient aguerri, expérimenté, un homme qui, aujourd'hui en National League, est une sacrée découverte, un sacré potentiel, Oui. et va devenir, dans les mois et années, un des piliers de la défense. Oui. Euh, Pourquoi est-ce que nos jeunes quittent les structures suisses pour aller en Suède s'aguerrir ou en Amérique du Nord? Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'en Suisse, on a quand même un cadre fédéral, hein, qui cadre tout ce développement. Mhm. Hein, on a ce programme Jeunesse et Sport, hein, Oui, oui. qui régit un petit peu. Alors, comment est-ce qu'un club arrive soit pas sortir, mais à se développer dans cette structure? Alors, déjà, nous, on a fait quelques constats en se disant qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Notre infrastructure, très bien. Fantastique. Odos Arena, le lieu, Lausanne, capitale olympique. Je veux dire, chaque jeune, en théorie, peut rêver de venir Oui. ici à l'académie du LHC. Les entraîneurs sont pros, font preuve de pédagogie, sont soit des anciens profs ou des anciens hockeyeurs, mais tous sont là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire s'occuper des jeunes, les faire progresser, les faire développer. J'ai connu une période au Lausanne Hockey Club où les entraîneurs venaient se faire voir un moment sur les sunlight, là, les spotlights, Pour se faire profiler? pour se faire profiler, puis pouvoir vite partir ailleurs dès qu'ils avaient une offre. Donc, ce n'était pas, en termes de timing, l'idéal. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, je crois pas, je suis sûr de pouvoir le dire, que tous les entraîneurs sont des gars qui sont là pour les bonnes raisons et qui veulent rester et qui veulent faire progresser nos jeunes. Donc, Oui. ça, c'est
Très, très bien. Après, on a un problème d'infrastructure. Il nous manque 30% d'heures de glace. C'est la faute à pas de chance parce que, encore une fois, notre sport a évolué les 10 dernières années comme aucun. Certaines décisions politiques ont fait qu'on n'a pas couvert la 3e piste de glace. On le regrette aussi. Ça coûte cher maintenant, trop cher. Il y a des faits qui font que nos infrastructures vieillissantes, Pontaise, Montchoisy, vont devoir obliger nos institutions politiques à prendre des mesures pour pouvoir faire une nouvelle patinoire parce qu'on n'en a pas assez, on en manque. Il y a 108 ans de gamins qui attendent pour entrer dans l'école de hockey. Donc, tous ces constats-là, le off-ice a été complètement mis de côté, complètement sous-évalué, complètement... Qu'est-ce que c'est le off-ice? Alors aujourd'hui, il faut un gamin qui fait de la compète, qui a 16 ans, il fait 6 heures sur la glace par semaine, Oui. entre les entraînements et les matchs. Il en fait 6 en plus en off-ice. Donc, préparation physique. Préparation physique, d'accord. Et la préparation physique, elle a complètement craqué, évolué, ça s'est dynamité, quoi. C'est plus l'image où tu vas sur un vélo, faire un peu de muscule, et puis c'est bon. Oui. Aujourd'hui... Une vraie gestion. C'est ça. Donc ça nous a conduit à trouver des locaux à proximité de la Vodos Arena et à investir dans un projet qui s'appelle LHC Performance Center, sur 800 mètres carrés, où nos jeunes de l'académie, mais pas que masculins, aussi féminins, pourront s'entraîner dans des conditions similaires à Davos, à Zug, à Zurich et Langnau. Retard par rapport à Langnau. Et juste, on parle de se remettre à niveau. Ouais. On ne parle pas de construire plus quelque loin. chose, d'aller plus loin, d'accord ? Juste à niveau. Et voilà, et des fois, il y a des rencontres dans la vie qui font que on change sa façon de penser, on change change son fusil d'épaule, on change son mindset, on fait un petit reset, puis on se dit, bah tiens, il y a peut-être une approche commerciale différente à faire, parce qu'il y a peut-être d'autres entreprises, d'autres familles, d'autres fondations, d'autres organisations qui seraient enclins à nous soutenir, mais pas sur le volet des 9600 spectateurs, et puis de Théo Rochette, et de nos joueurs, et de la compétition, motifs, etc., pour d'autres motifs. Et puis la rencontre avec une famille avec qui on a des liens amicaux forts, qui nous soutient, qui fait partie d'un club de soutien chez nous, ouais, c'était un changement parce que cette rencontre-là nous a permis de voir les choses différemment et puis d'avoir une approche différemment. Et on a pu quasiment maintenant financer à 80% notre Performance Center en un mois. Donc, grâce à cette famille. Grâce à cette vision, grâce à ce changement-là, qui nous a permis de constituer un dossier avec une autre approche, puis d'aller chercher de l'argent auprès de partenaires publics, privés. Si tu me permets, il y a aussi des valeurs qui ont évolué dans notre société, qui permettent peut-être ce genre de démarche, tout ce qui est ce qu'on a sous l'appellation RSE notamment. Absolument. Je pense motive aussi d'autres personnes à s'inscrire dans des projets. Oui. Et puis alors maintenant, on a, j'ai envie de dire, on a comblé un déficit en faisant ce Performance Center. Maintenant se pose la question de tout le reste. La nutrition, le mental, et la part la plus importante, le scholarship. Oui. Et c'est là où les Scandinaves ont une avance colossale sur nous, où l'Amérique du Nord a une avance colossale sur nous, et où nous, on est en retard. Malgré le fait qu'on ait un lieu d'institution reconnu. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et j'ai échangé ça en décembre avec certains de nos amis politiques, vraiment en amitié, en décontract, pas de critique, juste les constats, pour dire, est-ce qu'on est plus bête qu'à Göteborg ? Non. Est-ce qu'on a des infrastructures moins bonnes qu'à Göteborg ? Non. Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux que le sport-études qu'on propose aujourd'hui ? Oui. Oui, d'accord. Puis là encore, j'ai été... challengé. Je me suis beaucoup documenté, beaucoup entendu, beaucoup discuté avec les familles, etc. Et puis tu vois aujourd'hui le parcours d'un jeune qui fait sport-études à Lausanne.
C'est Ils se lèvent très tôt pour se dépêcher d'aller étudier, pour prendre des transports publics, pour se dépêcher d'aller s'entraîner, pour reprendre des transports publics, pour se dépêcher d'aller étudier, pour reprendre des transports publics, pour se dépêcher d'aller faire du off-ice. Entre deux, il a mal bouffé. Entre deux, il n'y a que du stress. Il rentre chez lui tard. Sa vie sociale, elle est nulle. Et zéro. Et puis, il est crevé. Et il n'est pas bon dans les deux. Ouais. Il n'est pas performant dans les deux. Et puis après, encore, on lui casse des matchs la semaine. Donc, tu vas te faire 4 heures Davos. Voilà, Davos, tu rentres à 3 heures du matin, puis tu as 8 heures. C'est pas sérieux, quoi. Ça ne fonctionnera pas. Oui. Ça fonctionnera Or que pas. dans ces autres modèles que tu as mentionnés, tout est centralisé. Göteborg, déjà de 0 à 15 ans, le hockey, c'est du fun. Mhm. La compétition n'existe pas. C'est la pratique du sport. C'est du fun. Les gamins, ils sont des fois 35 dans une équipe, ils ont des mini-shifts. C'est pas grave. Ouais. Et c'est pas peut-être pas que le hockey aussi. C'est ça. Ouais. C'est pas que le hockey, exactement. Et ils sont dans une phase où tu peux pas les mettre déjà dans la compète. Parce qu'il y a tout le poids aussi de l'école. Oui. D'accord. Première question à 15 ans, quand un jeune arrive pour savoir s'il est éligible dans l'académie à Frölunda, la première chose, montre-moi tes notes à l'école. Ah, t'es pas intéressé à faire du hockey professionnel. Mais si, j'aimerais être hockeyeur professionnel. Tes notes disent le contraire. Le modèle scandinave, c'est de s'être assis à un moment donné avec l'éducation et d'avoir dit, nous, le sport, avec l'éducation, on veut faire construire ensemble le modèle le plus efficace. C'est pas d'opposer le sport à l'éducation. Et c'est ce que j'ai dit aux politiciens en décembre. 99% de nos jeunes dans l'académie ne seront pas hockeyeurs professionnels. Donc on a intérêt à ce qu'ils y passent leur scholarship et qu'ils passent leur gymnase et qu'ils passent leur apprentissage et qu'ils réussissent. Évidemment. Les mettre dans les meilleures conditions pour étudier, ça les mettra dans les meilleures conditions pour faire du sport. Et les mettre dans les meilleures conditions pour faire du sport, ça les mettra dans les meilleures conditions pour étudier. D'accord ? Et on peut mener de front ce projet-là, les deux ensemble, sans être opposés, sans que les enseignants, certains, regardent les gamins en leur disant « Ah, vous faites du sport, c'est un hobby ». Et le contraire aussi. Ça veut dire que tu dois... De ne pas les mettre en opposition. Mais non, bien sûr. On doit travailler ensemble, ce modèle. Bon, alors, j'ai demandé une table ronde, on va la voir, avec l'école, avec les gens qui sont à l'état de veau responsables du sport-études et avec les professionnels du hockey. Et j'aimerais que cette table ronde, elle puisse servir à tous les sports. Oui. J'aimerais, on a l'ambition, qu'on puisse construire le meilleur sport-études de Suisse. Indépendamment du sport. Je refuse de croire qu'à Lausanne, capitale olympique, avec tout le background universitaire, l'EPFL, l'école hôtelière, toutes ces institutions, les fédérations, le privé, les fédérations, on n'arrive pas à réunir tout cet écosystème et à en faire le plus performant. Je refuse de croire que c'est pas possible. Donc ça, c'est le gros morceau. C'est ce qui t'anime maintenant. Ce que je ressens en tout cas. Pas que, mais en partie. Oui. Parce que je pense que aussi, on va assister à un phénomène, on assiste déjà, du retour des enfants à la maison. Mm-hmm. Lucas Frick, il a passé 7 ans au Lausanne Hockey Club. C'est un exilé, si on veut bien, hein, j'utilise des mots, suisse-allemand qui, à un moment donné, est venu, puis voilà, il est venu patiner chez les Welsh, mais au fond de lui, Schweizerdeutsch, sa femme, ses enfants, oui. Il a construit une maison en Suisse alémanique, il a fait un choix de se rapprocher de ses terres, de ses pères, de ses mères, de ses enfants, voilà, en allant jouer à Davos, qui était le trajet le plus court vis-à-vis de sa nouvelle construction. Kenny Ecker, enfant de Davos, voilà, même chose. Il va repartir. Donc nous, on a aussi fait le travail inverse, en rapatriant Marty, en rapatriant Baragano, en rapatriant Simic, en rapatriant ces joueurs-là.
Et ça veut dire quoi? Ça nous enseigne quoi? Qu'il faut une académie et qu'on doit produire, nous, des joueurs. Ouais. Clairs, nets et précis. Et quel talent aussi pour le faire. Et c'est un merveilleux challenge que de se dire, comme à Frölunda, parce que je vous ai parlé de Frölunda en vous disant quel était le programme d'une semaine. Oui. C'est j'étudie, je suis sur la glace, je mange sainement, j'étudie, je suis hors glace, je rentre à la maison pas à 21h mais à 18h et je peux avoir encore une vie sociale. Il n'y a aucune compétition la semaine, aucun match la semaine. Tous les matchs sont le week-end. Et qu'est-ce que ça a produit? 24% de joueurs draftés NHL. Plus de 70% de joueurs qui forment la première équipe. Ouais. Ça, c'est le résultat de Frölunda. Mais bon, ça prend des années. Bien sûr, mais il faut commencer. Oui, absolument. Il faut commencer. Et il ne faut surtout pas baisser les bras et surtout pas se dire oui, mais parce que c'est les premières choses. J'aime bien citer Frölunda parce que là, au moins, on me le casse pas. Parce que quand je cite l'Amérique du Nord, oui, mais c'est culturel au Canada, etc. Ils ont commencé. Ouais. Les patinoires n'étaient pas pleines. Ils ont commencé. Il n'y avait pas de nutrition. Ils ont commencé. Il n'y avait pas de off-ice. Il faut entreprendre bien sûr, le projet. Bien sûr. Et la place que le sport occupe dans la société, ça, c'est encore un autre problème. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Merci Sergei Ashwandon, merci à la politique vaudoise, à Christelle Luisier, à Émilie Meuchler, à Myriam Pache, à tous ces gens-là qui ont... Et auparavant, aussi, il ne faut pas les oublier, Patrice Isley-Lebas, etc. Tous ces gens-là ont pris la dimension de ce que pouvait apporter le sport dans la société. Et que ce n'est pas annexe, comme tu disais. Prendre la dimension, c'est une chose, mais après, il faut casser les codes, il faut bousculer, il faut péter les murs, il faut y aller. Parce qu'une société en mouvement, c'est une société saine qui coûte moins cher aussi aux assurances. C'est une société qui pratique du sport et dont les managers, dont les écoliers, dont les familles sont en meilleure santé mentale, psychique. Et pour revenir sur les valeurs, c'est aussi des valeurs qu'on enseigne dans le monde du sport qui ensuite... Et quoi de mieux que le sport pour l'inclusion? Quoi de mieux que le sport pour intégrer toutes ces familles qui viennent d'Afrique, du Kosovo, à l'époque, de l'Espagne, de l'Italie. C'est fantastique. Fantastique de se dire aujourd'hui qu'une ville comme Lausanne, c'est une ville de mixité avec des gens qui sont issus de toutes les nationalités. J'ai entendu dernièrement, Renan, c'est 123 nationalités. Mais oui. Tout ça, ça cohabite dans un vestiaire parce que tu as le même maillot, parce que tu as le même logo, tu joues pour les Lions et tu viens les voir. Alors après, peut-être qu'on parlera du hockey féminin, mais mon projet aussi pour l'Académie Manan, c'est de faire venir du public pour voir les jeunes 21. Oui. Parce qu'un match des jeunes 21, aujourd'hui, je t'assure, c'est la qualité. Ça joue. Ouais. Ça joue. Écoute, Chris, malheureusement, j'aimerais bien poursuivre notre échange. Je pense qu'on aura encore beaucoup à discuter. Tu mentionnes notamment le mouvement du sport féminin, non seulement dans le monde du football, mais dans le hockey sur glace. Il y a des modèles qui ont pris, entre autres Zug, démontré qu'on peut faire vivre une équipe de hockey. Mais malheureusement, on arrive gentiment à la conclusion de notre épisode. Quel est le mot que tu voudrais laisser sur tes expériences? Parce qu'à nouveau, tu en as vécu quelques-unes. Comment tu te projettes dans le futur? Partager avec les jeunes qui nous entourent, partager cette expérience, partager ce vécu, donner la possibilité aux jeunes d'intégrer notre structure. On a en permanence des stagiaires qui sont devenus aujourd'hui des collaborateurs de l'HC Group. C'est une grande fierté. Et puis, montrer l'exemple et être irréprochable et continuer à driver ce projet avec les gens qui m'entourent, avec demain des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur le sport féminin, tu viens de le dire, sur la jeunesse, sur le développement, sur l'éducation, sur la formation. Oui. Et tout fait du sens parce que tout va l'un avec l'autre. Je ne peux pas imaginer que l'équipe féminine ne puisse pas s'entraîner demain et ne puisse pas évoluer demain comme les garçons. C'est juste pas imaginable. Donc on doit tout faire pour que ça se réalise.
Et en Amérique du Nord, depuis 2 ans maintenant, il y a une ligue professionnelle qui s'est créée. Les matchs se jouent devant 6000 spectateurs. Comme quoi, c'est 70%, possible. c'est possible, bien sûr. Donc, donc le sport nous enseigne ça et on doit être une locomotive, pas seulement pour les jeunes hockeyeurs, hockeyeuses, pour tous les sportifs, toutes les sportives qui nous regardent et aussi pour la société qui nous soutient, qui est peut-être pas sportif au haut niveau, mais peut-être sportif du dimanche ou qui pratique une activité physique. On doit donner cette exemplarité-là et cette envie de pratiquer du sport. On va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Merci, Doug. Chris. Et puis, merci à vous pour nous suivre et je vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode. Merci.